Bienvenue sur Entre deux chaises, un podcast où je réalise des portraits d'expatriés. Quel est leur parcours, comment ils ont reconstruit une nouvelle vie à l'étranger, pourquoi ils y restent et comment cette expérience les a fait évoluer. C'est un projet multifacette avec un site internet, entredeuxchaises.net, où vous pouvez retrouver un portrait photo de chaque personne interrogée, ainsi qu'un petit guide de leurs lieux et adresses préférés dans leur pays d'adoption et d'origine. Dans l'épisode d'aujourd'hui, découvrez le portrait de Mathilde, 33 ans, expatriée en Australie depuis 4 ans. Après 2 années à travailler dans une ONG au Bangladesh, Mathilde est arrivée en Australie avec un visa vacances-travail dans le but de voyager. Elle nous raconte son année de voyage et de volontariat via le réseau Helpex et comment elle a finalement changé de carrière et s'est installée plus longuement à Sydney. Nous avons enregistré cet épisode en plein cœur de l'été avec les Cigales en invité surprise. J'espère que leur concert en fond ne perturbera pas trop votre écoute. Bonjour Mathilde. Bonjour Céline. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Entre deux chaises. Merci. Combien de temps ça fait que tu es en Australie ? Alors, en mars, ça va faire 4 ans exactement, le 14 mars. Ah ouais, ça fait super longtemps en fait. Et oui, ça commence à faire. Ça faisait si longtemps que ça. Je n'arrive pas à y croire non plus. Bon, et alors la première question que je pose à tout le monde, pourquoi l'Australie ? Qu'est-ce qui t'a amené là ? Eh bien, pourquoi pas. En fait, Oui. c'est des signes qui m'ont emmenée là. Je travaillais depuis 2 ans dans une ONG. Et comme beaucoup de personnes qui travaillent dans les ONG, j'étais fatiguée. Et je me suis dit, bon, allez, je vais faire un petit break. D'accord. Un petit break où je n'en savais rien. Donc après mon dernier contrat, je suis rentrée en France. Et en France, dans le train, j'ai rencontré une personne qui faisait un visa vacances-travail en Nouvelle-Zélande. Ensuite, je suis tombée sur des magazines qui parlaient de visa vacances-travail. Bref, les visas vacances-travail n'arrêtaient pas de me sauter au nez. Donc, Tu t'es dit, tiens, l'Australie s'est imposée d'elle-même. bah, t'aurais pu faire visa Pour moi. vacances-travail au Canada. Ça Tout marche à aussi. fait. Mais je me suis dit que pour faire des vacances, autant choisir un plus grand pays. Vu que c'était 1 an de vacances. Bon, voyage, vacances, travail. 1 an, c'était bien en Australie. D'accord, ok. Et avant ça en fait, parce que tu dis que tu es rentrée en France, t'habitais où ? Avec ton ONG ? J'habitais au Bangladesh. Ah oui. Donc j'habitais Déjà, au Bangladesh. Un peu original comme pays. Assez fatigant, assez intense, passionnant, mais éreintant. Ouais, d'accord. Donc il T'avais était temps besoin de de faire vacances. un break. T'es resté combien de temps là-bas ? À peu près 2 ans, 2 ans et demi, Ah oui, en quand faisant même. des allers-retours entre différents pays, avec la France. Mais au total, 2 ans, 2 ans et demi. Du coup, ça remonte un peu, mais est-ce que tu te souviens de tes premiers jours en Australie ? Oh mon Dieu. Déjà, où est-ce que tu as atterri ? Donc j'ai atterri à Sydney et je me rappelle, j'étais tellement concentrée sur le fait qu'il ne fallait pas que je m'endorme, qu'il fallait que je passe la journée sans m'endormir pour pas être trop décalée, que j'en ai complètement oublié d'aller voir les classiques, l'opéra, le Harbour Bridge. Donc j'ai fait une petite sieste en arrivant à l'auberge de jeunesse à Sydney. Donc c'était Ouais. à King's Cross, un quartier sympathique de Sydney. Et donc j'ai fait une petite sieste. Ensuite je suis allée ouvrir mon compte en banque. Ensuite je Ah ouais, suis t'as pas allée perdu de chercher temps. à manger. J'ai pas perdu de temps. Je me suis dit comme ça, ce sera fait. Ça m'empêche de m'endormir parce qu'il faut réfléchir un petit peu. Et la journée est passée à une vitesse folle. Et j'avoue que je me suis couchée très très tôt. D'accord, ok. Voilà. Et le lendemain, par contre, j'ai pris une petite carte et je suis allée voir l'opéra, je suis allée voir le Harbour Bridge. Voilà. Une fois que le compte en banque était ouvert, que je m'étais délestée de quelques milliers d'euros que j'ai mis sur mon compte en banque, j'ai pu profiter un peu de tout. Et c'était quoi ton plan du coup ? C'était de rester combien de temps à Sydney ? Alors, mon plan, c'était de voyager autour de l'Australie autant que possible en tongs. Voilà, improbable. je voulais rester au chaud, donc j'avais décidé de voyager autour de l'Australie en suivant les saisons. Mais t'es arrivée à quelle période ? Je suis arrivée en mars, D'accord. donc c'était... Ça allait bientôt être l'hiver l'automne. à Sydney. Voilà, Ouais. ça allait bientôt être l'hiver à Sydney et l'objectif c'était de passer au moins 8 mois en tongs. Donc voilà, j'allais commencer à partir nord vers avril. D'accord. Bon, et alors, qu'est-ce que t'as fait du coup ? Enfin, raconte-nous. Du coup, j'ai passé en gros, quelques ta première année de semaines. vacances-travail. J'ai passé quelques semaines à Sydney et ensuite je me suis dit que bon, la vie était chère à Sydney, qu'il allait falloir commencer à bouger. J'avais un budget qui était très restreint. Je suis arrivée en Australie avec $2500.
Ah ouais, pour c'est un an. pas beaucoup. Ah la vache. Ah ouais. Donc tu avais prévu de bosser quoi. Voilà, donc j'ai fait du couchsurfing sur Sydney et j'ai trouvé ce qu'on appelle un Helpex. Donc c'est un site internet qui met en contact des gens pour à peu près 20 € par an. Donc en contact des gens qui cherchent de la main d'œuvre. D'accord. Et les gens qui veulent voyager et avoir un hébergement et la nourriture gratuite. Donc en fait, contre quelques heures de travail par jour, j'avais un logement et la nourriture gratuite. Donc ça me permettait aussi de garder mon budget bien. Et donc du coup, je suis arrivée à Moji, la petite ville de Moji, où j'avais trouvé une petite annonce sur Helpex de quelqu'un qui cherchait de l'aide dans sa ferme laitière. Et c'est où Moji? Moji, c'est depuis Sydney, quelques heures vers le centre du pays. D'accord, Donc toujours c'est dans la le campagne. New South Wales? Toujours dans le New South Wales, la campagne. Et donc j'ai trait des chèvres et fait du fromage pendant 3 semaines. D'accord. Voilà. Okay. Et au bout de 3 semaines, il faisait froid, donc je suis partie avec mes tongs et j'ai commencé à remonter le pays. Voilà, et donc ça, c'est mes premières semaines. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui cherchait un partenaire de voyage. J'ai remonté la côte Est en 4x4. Ensuite, j'ai été nanny pendant une petite semaine dans le nord du pays. Ensuite, j'ai embarqué sur un bateau. Génial. J'ai fait les Whitsundays, j'ai voyagé pendant 1 mois et demi en bateau. Et tu faisais quoi sur le bateau par exemple? Eh ben, c'était encore à Helpex. Et sur le bateau, j'étais en charge du ménage, des repas. Voilà, pareil, contre une cabine. Et donc là aussi, le transport, parce que le bateau, ça avance. Et oui. Donc c'était vraiment sympa. Donc tout bénef. Et après ça, je suis arrivée à Townsville. J'ai débarqué du bateau. De Townsville, j'ai volé jusqu'à Darwin, où j'ai retrouvé la personne avec qui j'avais voyagé le long de la côte Est. D'accord. On a laissé Darwin, on a repris le 4x4, on est allé dans les parcs nationaux du Nord, où ensuite je me suis arrêtée, parce que j'avais plus d'argent. Donc ça y est, les 2500 $ étaient épuisés. Et donc j'ai travaillé pendant 1 mois dans un resort de luxe. Et donc du coup, j'ai eu ma première expérience de serveuse. D'accord. Voilà, donc j'ai été serveuse pendant 1 mois. Et ensuite, cette personne avec qui j'avais voyagé sur la côte Est et au Nord m'a recontactée en me disant « J'ai 9 semaines de vacances, est-ce que tu veux venir voyager avec moi ?» D'accord. Voilà, donc je lui ai dit que je le rejoignais 2 semaines plus tard, histoire de mettre 2000 $ de côté et pouvoir traverser le pays d'Est en Ouest avec lui. Génial. Donc, j'ai traversé le désert, je suis revenue, j'ai fait un petit bout de la côte Ouest, je suis revenue et je me suis installée ensuite à Sydney. D'accord, et alors là, 1 an était passé ou un peu moins? Un peu moins d'1 an, suffisamment pour me donner le goût de rester. D'accord. Et d'aller faire mes jours de ferme. Parce que quand on a la chance d'être français, on peut faire un premier visa vacances-travail et contre 88 jours de ferme dans des endroits où personne ne veut aller, on peut avoir une 2e année de visa vacances-travail. D'accord. Donc il me restait quelques mois, je suis allée faire ma ferme et ensuite je me suis installée sur Sydney pour ma 2e année. T'as bossé dans quoi comme type de ferme? Alors la première ferme avec les chèvres m'a permis d'avoir quelques jours et ensuite je suis allée dans une propriété où il y avait un jardin bio. Et donc il fallait désherber le jardin, arroser le jardin tous les jours. D'accord. Voilà. Et vous étiez beaucoup dans cette ferme? On était 6. Ah oui, donc c'est pas... Donc il y avait du boulot, mais c'était pas non plus immense. C'était une bonne expérience? C'était une très bonne expérience. Je n'étais pas payée, mais encore une fois, c'était un Helpex que je préférais. Parce que c'est des ambiances un peu plus familiales, il n'y a pas trop d'exploitation. Donc ça s'est bien passé. C'est génial. Ouais, c'était top. Bon, et du coup, alors que tu as voyagé dans tout le pays et tu t'es dit, je retourne à Sydney. Oui, je suis retournée Pourquoi à Sydney parce que c'est là que j'avais une amie que j'avais rencontrée le jour où j'étais arrivée à Sydney. D'accord. Donc le jour où je suis arrivée à Sydney, j'ai rencontré mon amie Rachel. Elle habitait sur Sydney, donc pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent, ça permettait d'arriver à un endroit où je pouvais rester 1 semaine ou 2 et me permettre de me retourner, trouver un travail, trouver un logement et m'installer sur Sydney. D'accord. Et alors, donc, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as cherché un travail? Et ben, du coup, j'y suis restée 2 semaines. J'ai passé Noël avec cette amie. Et du coup, le jour de Noël, j'ai rencontré quelqu'un qui quittait son boulot de serveuse. Et qui m'a mis en contact avec le boss. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier emploi.
D'accord, ok. Et donc du coup, après, j'ai cherché un logement dans les alentours et j'ai trouvé pareil un petit logement pas cher dans les alentours d'une Française qui partait en vacances et qui louait sa chambre. C'était où dans Sydney? C'est pas trop indiscret? C'était à Crow's Nest, donc dans le nord. North Shore. Tout à fait. Bon, et du coup, est-ce que tu as trouvé que c'était compliqué de trouver du travail? Absolument pas. C'est vraiment plus simple qu'en France et c'est vraiment, après pour des petits boulots, de serveuse, de ménage, c'est vraiment très facile et il suffit juste d'avoir le sourire, la motivation et il y a toujours de l'offre. Ouais. T'as fait beaucoup de jobs de serveuse du coup depuis? Après celui-là, t'as fait différents employeurs? Donc ce premier petit job, c'est dans une pizzeria. Je n'y suis pas restée très longtemps. J'ai trouvé rapidement un autre boulot de serveuse en bord de mer à Balmoral. Et j'avais aussi un petit boulot de serveuse dans un autre petit café ailleurs. Donc ça faisait quelques heures par semaine. Suffisamment pour payer le loyer, déménager, payer une caution et m'installer. Et alors, est-ce que t'avais déjà été serveuse en France ou pas? Jamais. D'accord, donc tu peux pas comparer. Non. Mais est-ce que tu as trouvé, je sais pas, est-ce qu'il y avait des différences dans la mentalité des gens, dans le travail? Comment tu dirais que ton adaptation s'est faite? Alors, dans le service, vu que c'est ce que je connais maintenant et que j'ai été cliente dans des restaurants en France, le service clientèle est très très important. Le fait que le client soit content est très très important. Ouais. Les serveuses, les serveurs sont toujours très souriants, sont toujours très accueillants. Plus qu'en France? Beaucoup plus qu'en France. C'est vraiment tout pour le client et c'est vraiment sympa. Du coup, c'est agréable d'être un client et étant donné que les serveurs, serveuses sont souriants, les clients laissent de bons pourboires souvent. Ouais. Entre 10-15%, c'est la norme. D'accord. Donc c'est sympa. Ouais, c'est vraiment surtout agréable. Sur le North Shore, qui est l'endroit c'est ça, assez chic. Assez chic de Sydney, donc ça aide. C'est ça. Et tes relations avec tes collègues, les gens dans le travail, t'as trouvé des différences ou pas? Non, très très bien. Les gens sont vraiment décontractés, sont vraiment relax. Après, il y a beaucoup d'étrangers aussi. Donc, c'est pas forcément que des Australiens. Oui, c'est vrai. Mais là où j'ai travaillé, l'ambiance était très bonne. Donc ça a été ta première année. Tout à fait. Et alors, est-ce que tu peux nous résumer rapidement les 3 autres? Qu'est-ce qui s'est passé du coup après? Du coup, tu as dû rentrer en France ou avant de faire ton deuxième visa ou comment? Non. J'ai fait ma demande de deuxième visa depuis l'Australie. Ça m'a été accordé. Je suis restée en Australie. Je suis rentrée en France au bout de la première année pour des mariages. Donc c'était juste des vacances. Je suis revenue, j'ai repris mon travail. J'ai rencontré quelqu'un avec qui je suis restée 2 ans. Et donc, bien entendu, au bout de ma deuxième année de Working Holiday Visa, l'envie de partir n'était pas là. Ouais. Et donc, du coup, j'ai dû changer de visa pour pouvoir rester avec mon partenaire. Et alors, tu as fait quoi comme visa? Et donc, du coup, vu qu'il avait un visa étudiant et que nous étions ensemble, j'ai pu faire une demande de concubinage et me rattacher à son visa. D'accord, ok. Voilà, et donc c'est comme ça que je suis restée la 3e année. D'accord. Et que j'ai pu continuer à travailler. Toujours en tant que serveuse? Toujours en tant que serveuse, donc je suis devenue responsable de salle. Et ça te manquait pas, ton ancien travail? Du coup, qu'est-ce que tu faisais dans ton ONG en fait? J'étais chef de projet. D'accord. Donc j'ai géré un projet de mise en place d'outils informatiques. Donc non, ça ne manquait pas trop, voilà, rien à voir. J'ai toujours aimé changer de travail, donc pour moi c'était une nouvelle expérience, un nouveau challenge. C'était pas prendre un travail de serveuse pour prendre un travail de serveuse, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. Tu disais que tu allais retourner à tes anciennes amours après ou... J'y ai pensé, mais bon, après je savais pas trop ce que l'avenir allait me réserver, donc je savais pas si j'allais pouvoir rester, pas rester, si on allait rester en Australie ou aller ailleurs avec mon partenaire du moment, donc on a juste pris la vie comme elle venait. D'accord, bon. Et du coup, oui, donc ça c'était 2e, 3e année. Et alors la 4e année, qu'est-ce qui s'est passé? Et la 4e année a commencé assez noire par une séparation et c'est fini assez joyeuse par un mariage, par une demande en mariage.
Donc la vie est pleine de surprises. Donc oui, je me suis séparée de mon copain. J'ai pris quelques vacances en France pour réfléchir. Une amitié s'est transformée en amour et Ici. du coup. Et du coup, on s'est mariés en janvier. D'accord. Voilà. Oui, un petit peu fou. Un peu foufou, tout à fait. En janvier, ça fait pile un mois. C'est ça. Je le disais tout à l'heure. Si on m'avait dit que j'allais me marier en Australie, j'aurais bien rigolé. Et alors, donc, du coup, ça donne quoi en termes de visa, en termes de papier? Enfin, du coup, quel est l'arrangement aujourd'hui? Donc, du coup, quand la personne avec qui on est australienne, on peut faire une demande de partner visa. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Parce que mon mari est australien. Donc, du coup, j'ai pu faire une demande de partner visa. D'accord. Tout à fait. Ok. Et donc aujourd'hui, tu attends par contre la réponse, non? Voilà, tout à fait. On a demandé le visa il y a une semaine ou deux. Ah oui. Et le délai de traitement est de 20 à 25 mois. Voilà. Donc maintenant, tu prends ton mal en patience. Exactement. Mais Okay. plutôt, l'avenir est plutôt bon. Ouais. Parce que pour moi, ça veut dire que la résidence permanente est au bout du tunnel et que je peux rester en Australie avec mon mari, ce qui est plutôt positif. Donc du coup, maintenant, il faut que j'envisage la vie en Australie. Et est-ce que c'est ça le plan à long terme? Rester en Australie ou vous savez pas? Le plan à court terme, disons, les 5-10 prochaines années, c'est de rester en Australie, éventuellement avoir des enfants en Australie. D'accord. Après, on se pose beaucoup la question de savoir où éduquer les enfants, où faire grandir les enfants. Mais bon, je pense que pour l'instant, on va se concentrer sur la première étape. C'est ça. Et quand les enfants seront là, on y réfléchira. Ok. Et plutôt sur le côté des amis, est-ce que tu as trouvé que c'était difficile de se reconstruire un cercle d'amis ou pas? Est-ce que du coup, tu as été majoritairement avec des Français ou plutôt d'autres nationalités? Alors moi, j'ai plutôt tendance à éviter les Français. Ah, tu fais partie de ces Français qui évitent les Français. Je fais partie des Français qui évitent les Français. Pourquoi? Je précise que nous sommes amis, donc... Voilà, nous sommes amis. Je sais pas, dans mes voyages, j'ai rencontré énormément de jeunes Français. Ouais. Et j'ai pas trouvé qu'ils étaient très respectueux. Donc j'ai pas forcément cherché à m'en rapprocher. Après, sur Sydney, les Français qui sont là depuis un moment, qui sont expatriés, c'est autre chose. Oui. Donc c'est comme ça qu'on a pu créer des contacts. Tout à fait. Je n'ai pas fui en courant. Mais je travaillais beaucoup. Donc j'ai surtout créé des contacts avec les personnes avec qui je vivais parce que ici la colocation est assez normale. Donc j'ai créé des liens avec mes colocataires, j'ai créé des liens avec mes collègues de travail. Avec les amis de mon copain, mes copains, voilà, les gens avec qui j'ai fait du couchsurfing, que j'ai gardé des contacts. Donc tu as des amis plutôt, c'est plutôt multinationalité? C'est international, tout à fait. J'ai des Colombiens, j'ai des Arméniens, j'ai des Français, des Japonais, de tout. Ouais. Et tu as trouvé ça difficile du coup de se refaire un cercle d'amis ou pas? Non, les gens sont plutôt ouverts, relax. Ouais. C'est assez facile ils sont assez faciles à rentrer en contact avec. Et est-ce que alors tes amis du début sont toujours là? Oui. Ou pas? Ouais. Oui. Cette amie que j'ai rencontrée à l'aéroport est toujours là. C'est vrai. C'est toujours une amie. Et les gens avec qui j'ai voyagé, je suis en contact avec presque tous. Donc d'accord. Les contacts sont restés. Alors après, moi, j'ai pas tendance à accrocher avec beaucoup de gens, mais ceux avec qui j'accroche, normalement, ils restent. D'accord. Bon bah, tant mieux. Voilà. Et alors tiens, une question sur l'anglais. Oui. Parce que c'est toujours un petit peu un stress, surtout pour les Français. Oui. Est-ce que toi, quel était ton niveau d'anglais avant d'arriver ici? Alors moi, j'avais fait des études de langue. Ouais. Donc l'anglais n'était pas du tout un problème. Au Bangladesh, tu parles anglais déjà? On parlait anglais. D'accord. Donc pour moi, ça n'a pas été un problème. Par contre, l'accent. L'accent était un problème. Australien était un problème. J'ai eu 2 semaines, voire 1 mois d'adaptation avant de comprendre ce qui se passait complètement. Ouais. Voilà. Et par la suite, t'as pas trop galéré, même dans le monde du travail? Non. Ça a été? Non. Alors, il faut apprendre le vocabulaire de l'industrie, de la restauration, mais c'est tout. Oui, puis il y en a du jargon. C'est ça. Rien que dans les cafés, par exemple, les coffee orders. Et alors, est-ce que tu avais des idées reçues sur l'Australie
Et alors quand t'es arrivée ici, lesquelles se sont avérées vraies ou fausses Est-ce que tu te souviens? Ça remonte un peu, mais... J'avais pas trop d'idées, à part que c'est le pays du kangourou et du koala. Bon, et alors du coup ça a été conforme Pour moi, il y avait des kangourous partout et il faut dire que les premiers kangourous que j'ai rencontrés étaient plutôt morts que vivants. Ouais, c'était assez traumatisant. Je crois que c'est le cas d'un peu tout le monde, mort sur le bord de la route. C'est ça, mort sur le bord de la route. Et d'ailleurs, c'est un peu là qu'on les aime. Désolée pour les amis des animaux. Mais c'est vrai qu'il y en a partout. Ouais. Et non, c'est pas là qu'on les aime, mais c'est vrai que c'est assez dangereux. C'est un peu comme les sangliers en France. C'est assez imprévisible et dangereux. Ouais, d'ailleurs, il y a tout un système au niveau des assurances quand tu loues des voitures, ce qui t'assure ou pas sur est-ce que tu vas te faire percuter par un kangourou. Il faut faire hyper gaffe. Il faut faire très attention au lever et au coucher du soleil parce que c'est les moments où les kangourous sont sur la route. Donc ils sont mignons. Oui. Mais voilà, je suis pas tombée amoureuse des kangourous. D'accord. Les koalas sont mignons aussi, mais ça a des grosses griffes. Ouais. Donc c'est pareil. On n'a pas trop envie de s'en approcher. Je trouve pas ça particulièrement mignon. Hein. Moi je trouve ça chou. Je suis plus wombat. Je trouve que ça fait plus gros. C'est gros nounours. Gros nounours, ouais. J'aime bien. Bon, donc pas plus d'autres idées reçues. Non, parce que c'est vrai que j'avais pris une décision assez rapide par rapport à tous ces magazines que j'avais lus. Et je me dis, on verra bien. On verra bien. Et est-ce que tu as découvert des choses du coup que tu savais pas sur l'Australie? Mon Dieu. Est-ce que te reviennent en tête? J'ai découvert qu'il y avait 50 manières de faire un café. Oui. J'ai découvert que les gens pouvaient être polis sur la route et courtois. Qu'on pouvait laisser un sac sur une plage sans avoir peur de se le faire voler. Ouais, ça c'est vraiment génial. La qualité de vie pouvait être exceptionnelle et c'est pour ça que je veux rester. Ouais. C'est tellement relax. Les gens dans des cafés, tu le sais aussi, déposent leur téléphone sur leur table, vont garer leur voiture, reviennent, le téléphone est toujours là. Oui, ça c'est j'ai vraiment... toujours un petit peu de mal, mais c'est agréable. Oui. D'ailleurs récemment, là ça y est, au début j'osais pas et ça fait 2-3 fois que je vais dans des cafés, j'ai mon ordinateur, je vais aux toilettes. Alors je dis quand même à la serveuse et au serveur, faut jeter un œil. Ce à quoi ils répondent, oui, enfin de toute façon, il n'y a rien à craindre. Et du coup je vais aux toilettes et je reviens, mon ordi n'a pas bougé évidemment, c'est tout à fait normal. C'est vraiment génial. Bon. Tout à fait. Est-ce que tu as eu des choses qui t'ont déçue ou enchantée à l'inverse Déçue? Non, parce que j'avais pas de niveau d'attente très élevé. Moi, je suis juste tombée amoureuse des paysages, étant donné que j'ai beaucoup voyagé. Et c'est un pays où les paysages... c'est tellement grand qu'il y a tellement de climats différents qu'on trouve des paysages différents aux quatre coins de l'Australie. Et pour moi, ça, qui adore la photographie... Donc ça t'a enchanté. Ça m'a enchantée. Ouais. J'ai adoré ça. Tu t'y attendais pas? Non, je savais que ça allait être beau, mais pas aussi beau. D'accord. Après, j'ai eu la chance d'aller dans des endroits très, très reculés, mais c'était magnifique. D'accord. Est-ce que tu dirais que tu as vécu quelques moments compliqués ici? Un peu durs moralement où tu te sentais un petit peu triste, ou il y a des moments où tu te dis c'est bon là, j'en ai marre, en fait j'ai envie de rentrer en France, un truc comme ça. Après moi ça fait longtemps que je suis partie de France, donc la France me manque un peu alors, au niveau de la nourriture. Bouger, oui. Voilà, donc des fois j'ai des déprimes devant les rayons du supermarché, mais c'est jamais très grave. La distance est dure dans les moments durs comme les ruptures ou les moments où on n'a pas de travail, on n'a plus d'argent. C'est compliqué parce que la famille est loin et d'un autre côté on n'a pas envie de les décevoir. Quand ils disent t'as pris ta décision, t'es parti loin, donc assume. Donc c'est assez compliqué d'en parler avec les amis, de se faire comprendre. C'est un peu une vie différente pour eux en fait. C'est compliqué à partager en fait. Pour eux c'est un peu comme des vacances, c'est comme si j'étais encore en vacances depuis 4 ans. Ouais, d'accord. Donc on partage plus avec les gens sur place qu'avec les gens là-bas et c'est un peu triste des fois. Ouais, donc je dirais que c'est ça, tu sens un petit décalage. Et pour le mariage, le fait de ne pas avoir la famille qui a pu venir, ça fait loin de mettre une centaine de personnes dans des avions et des vols de 27 heures qui coûtent 1200 ou 1300 euros. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, des petits moments comme ça où on se dit on aimerait bien être plus près. Ouais, je comprends. Et alors j'allais te demander, donc aujourd'hui, quel est ton quotidien ici? Donc je sais pas, par exemple, déjà niveau travail, donc là t'as rechangé. Voilà, j'ai rechangé. T'es plus serveuse.
Je ne suis plus serveuse, j'ai monté un petit business et ça commence à porter ses fruits doucement. Donc ma journée type, ça va être me lever à 7h du matin, vérifier mon agenda, aller sur des rendez-vous, prendre un café avec un potentiel client et aller passer des commandes, emmener des commandes et rentrer à la maison. Et est-ce que tu as fait évoluer tes habitudes du coup? Alors tu venais du Bangladesh, tu venais pas forcément de France, mais je sais pas, est-ce qu'il y a des trucs que tu as drastiquement changé au niveau des horaires, ou de la nourriture, ou des vêtements, ou des voyages Au niveau des vêtements, c'est vrai qu'ici tout le monde porte un uniforme au travail. Et moi, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc là, j'ai la chance de ne pas avoir à porter d'uniforme. Mais quand je travaillais dans la restauration et même n'importe quel travail, l'uniforme est obligatoire. Enfin, n'importe quel travail. Moi, j'ai bossé dans des bureaux, on n'avait pas d'uniforme. Il faut quand même être bien habillé. Ah oui, non mais d'accord. Dans les bureaux, les plombiers ont un uniforme. Oui. Tous les corps de métier ont un uniforme. L'école, les écoliers ont un uniforme. Ouais. Donc c'est vrai qu'ici, tout fonctionne par uniforme. Après, moi... C'est vrai qu'au Bangladesh, je portais déjà des sarouels et des sarouels et mes tongs. Donc là, il faut que je m'habille un petit peu plus, mais non, j'ai pas changé quoi que ce soit. La nourriture, si, j'ai commencé à manger salé le matin. Ah. Donc voilà, moi qui ne mangeais que du sucré. Des œufs au toast. Voilà, je mange de l'avocat, je mange des œufs, je mange du bacon, chose que je n'aurais pas imaginé avant, mais voilà, on s'y habitue bien. Je prends plus de café. Ouais. J'ai découvert quel café était mon café. Voilà. Alors quel café est ton café? Soy flat white. D'accord. Donc un café au lait de soja. Non, j'ai pas. D'accord. Je me lève plus tôt. Les Australiens, se lèvent tôt quand même. Donc, oui. La vie commence plus tôt. Et je me couche plus tôt aussi. Ouais. Mais ouais, non. D'accord. Je vais à la plage plus souvent parce qu'on a la plage à côté. Et oui. Voilà, j'avais la plage à côté. Et comment tu te sens ici? Bien. Tu te sens bien aujourd'hui? Ouais, je me sens bien. C'est vraiment agréable. Sydney est une ville agréable et l'Australie est un pays agréable. Ouais. Donc, je n'ai pas envie de partir. Comme je te comprends. Bon, alors, et maintenant, la petite partie de l'interview sur la France. Alors déjà, d'où viens-tu en France? Alors, good question. Ah bon? Donc, je suis née dans la région parisienne. Oui. Ensuite, on a déménagé en Bourgogne. Donc, on va peut-être dire que je peux venir de Bourgogne. Quand tu as quitté la France, par exemple, t'habitais où? J'ai fait mes études à Lyon et je suis partie de Lyon. D'accord, ok. Voilà. Bon, et aujourd'hui, quand tu rentres en France, c'est en Bourgogne que tu vas? Je rentre tu vas en dans Normandie. Ta famille? Parce que mes parents maintenant habitent en Normandie. Ah d'accord. À Rouen. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une question difficile en fait. Ah oui, pour toi c'est compliqué. Ouais, d'accord, ok. Et du coup, oui, j'allais te demander, tu m'en as un peu parlé, qu'est-ce qui te manque de la France ici? Le fromage. Ouais. Pas que ça me manque en soi, mais des prix raisonnables, ça manque. Ouais. Voilà, oui, parce qu'en vrai, le fromage, on en trouve, mais ça coûte... Du fromage, on en trouve. Ça coûte cher. Voilà, la charcuterie, on en trouve. Une bonne raclette. Oui. C'est possible, mais c'est comme se faire un restaurant 5 étoiles. Donc, des petites choses comme ça, surtout au niveau culinaire, en fait. D'accord. Et les monuments, un peu d'histoire, d'architecture. Parce que l'Australie étant un pays jeune, il n'y a que 200 ans d'architecture, ça manque un petit peu, les vieux bâtiments, les boulevards haussmanniens. Oui. Voilà, des petits châteaux. Voilà, ici ça n'existe pas. Ici c'est plus la nature. Ouais, non, c'est sûr. Et alors, quel est ton lien avec la France aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que tu t'accroches un peu à ton identité de Française ici, ou est-ce que tu dirais que tu t'es australianisée ou internationalisée, ou je sais pas, est-ce que tu... Alors je me sens très française. Je me sens très française et il y a certaines choses que je ne lâche pas culturellement. Au niveau nourriture, je continue à manger français. Les moments à table restent des moments très importants. Oui, parce que c'est vrai qu'ici les repas c'est pas comme nous quoi. Ici les repas c'est beaucoup à l'extérieur, et c'est plutôt rapide. Rapide devant un ordi le midi ou en marchant ou voilà, il y a pas la culture de la pause repas. Tout à fait. Comme nous on a c'est plutôt la pause pub. C'est ça. Après le travail. Voilà, donc on cherche quand même. Après je cherche pas les Français.
Mais s'il y a des événements culturels français, je vais quand même y aller et voilà, faire un petit coup de nostalgie. Mais voilà, je sais pas si je me suis australianisée ou si je me suis juste simplement internationalisée. Je suis assez ouverte, le fait d'avoir voyagé pas mal à toutes les cultures. Donc peut-être internationalisée, on va dire. Ouais. Oui. D'accord. Et quel est ton lien aujourd'hui avec la France? Est-ce que tu regardes encore les infos parfois? Est-ce que tu regardes un peu, tu suis un peu les sorties, je sais pas, de films, de livres? Non, pas du tout. La météo? Non. Je te dis ça, moi j'ai toujours la météo de Paris dans mon téléphone. J'ai juste l'heure de la France oui. pour pouvoir contacter la famille. Les infos, j'ai arrêté de les regarder il y a un moment, que ce soit en France, au Bangladesh ou ici. Quand je travaillais en ONG, j'étais un petit peu obligée, mais maintenant j'ai complètement laissé de côté. Ça me déprime en fait. Ça me déprime vraiment et du coup j'ai laissé tomber. D'accord. Quand quelque chose d'important arrive, on en parle, donc je suis au courant. La mort de Johnny par exemple. Tout à fait, la mort de Johnny. Je n'ai pas loupé la mort de Johnny. Malgré tout. Voilà, mais non, je regarde pas les infos en France. D'accord. Et toi, du coup, quel est, aujourd'hui tu travailles plus forcément dans un bureau, c'est un bureau, je veux dire, avec une équipe, mais quelle était ton image en tant que Française auprès de tes collègues australiens? Est-ce que tu étais, je sais pas, la Française de service et tout le monde disait « Ah bah oui, non mais toi t'es Française » ou enfin je sais pas, est-ce que tu avais ce petit côté mascotte française, je sais pas. Je te dis ça, moi ça m'est arrivé qu'on me dise « Ah bah voilà, on veut bien ton avis parce que comme t'es Française, tu sauras nous dire si par exemple c'est bon ou c'est pas bon » ou comme t'es Française, on sait que t'es très regardante sur certaines choses et pas sur d'autres. Alors après, il faut savoir qu'ici, tout ce qui est français est merveilleux. Oui. Donc je suis merveilleuse. Évidemment. Voilà. Les Australiens ont une espèce d'admiration pour tout ce qui est français. N'importe quel restaurant avec un nom français, même si c'est pas de la nourriture française, va être... Tout le monde va y aller. Et c'est vrai que oui, les gens demandent notre avis. Où est-ce qu'on achète notre pain? Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce que c'est bon en effet? Quel est le meilleur resto français? Donc les gens sont très demandants, demandent beaucoup. Après, c'est vrai qu'être français, ça a une très bonne image. L'accent aussi, les gens aiment beaucoup le petit accent français. Voilà, tout à fait. Donc le français est très bien vu. Ouais, ça c'est quand même cool. Ça c'est cool. Et alors, comment tu vis le fait d'être éloignée de tes proches? À quelle fréquence tu communiques avec eux, par exemple? Est-ce que tu es du genre à avoir un Skype tous les dimanches soirs? Alors, j'ai jamais été une très grande communicante. D'accord. Donc, même en France, j'appelais ma mère une fois par mois. Ouais. Donc, c'est toujours une fois par mois, une fois tous les 2 mois. On s'est quand même créé des groupes WhatsApp pour s'envoyer quelques nouvelles de temps en temps, une petite photo. Donc, je communique pareil qu'avant. Ouais. Mais beaucoup plus par WhatsApp qu'avant. Avant, c'était le téléphone, maintenant c'est plus WhatsApp pour s'envoyer des messages. Et c'est pareil avec les amis? Pareil avec les amis. Voilà. Et tu arrives à garder, est-ce que tes amitiés ont évolué ou est-ce qu'elles sont, tu dirais, quand tu rentres en France, que c'est comme si vous étiez quittés hier ou Alors après, moi j'ai très peu d'amis en France, j'ai toujours eu des noyaux d'amis très restreints. Donc les amis d'avant sont toujours là. Après, pas forcément avec les mêmes que je parle, parce que parfois pour certains, loin des yeux, loin du cœur. Donc ça veut pas dire qu'ils se foutent de ce que je fais ou quoi que ce soit, mais ça veut juste dire que certaines personnes ont besoin de la proximité pour garder le contact. Ouais. Donc, et contrairement, d'autres avec qui je parlais moins vont être beaucoup plus en contact maintenant qu'avant. Donc, mais en soi, les relations restent les mêmes, que ce soit avec les amis ou avec la famille. Ouais. D'accord. Et justement la question, comment vis-tu les moments importants? J'allais te dire, est-ce que toi t'as loupé des trucs, des événements un peu importants en France? Alors jusqu'à maintenant, les plus importants, donc mariage, les gros anniversaires, bébés, j'ai réussi à être là. Ah, c'est génial. Voilà, donc je suis rentrée presque tous les ans pour les mariages, mais c'est vrai que c'est compliqué au niveau logistique de rentrer. Donc c'est toujours une inquiétude de se dire si mes parents tombent malades, est-ce que je vais pouvoir rentrer ou s'il y a quelque chose de dernière minute vraiment important, est-ce que je vais pouvoir rentrer. Donc oui, ça, de temps en temps on se dit bon, on est loin, mais ça en vaut la peine.
Mhm. Oui, et puis du coup, tu l'as vécu à l'inverse, toi, là, donc récemment avec ton propre mariage, où du coup, les gens n'ont pas pu venir, quoi. Voilà. Mais c'est pas quand on va refaire la fête. Bah en oui, France. Exactement. L'occasion de faire 2 mariages. Wouh. Exactement, c'est l'avantage de la dualité de ta culture maintenant. Exactement. Bon. Et oui, du coup, j'allais te demander si ça t'avait éloigné ou rapproché de tes amis, de ta famille. Bon, du coup, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé grand-chose. beaucoup. Je parle beaucoup plus avec ma petite sœur. Vous avez beaucoup d'écart? Qu'avant. On a 8 ans d'écart. Mhm. Donc on parle quand même pas mal. Mais sinon, les amis, non, ça n'a pas changé quoi que ce soit. D'accord. Non. Bon, Ça fait bien. longtemps que j'ai commencé à bouger, donc ils ont Ouais, l'habitude. c'est vrai. Votre amitié a toujours été un petit peu Voilà. sur ce modèle-là, quoi. Ils savent que je suis une sauvage, que je communique pas beaucoup. Mais quand je rentre, voilà, ils sont toujours là et on récupère là où on s'est arrêté. Et alors, quand tu rentres en France, qu'est-ce que tu fais? Mon Dieu. C'est-à-dire, est-ce que tu as une liste de oh là là, bon alors il va falloir manger ça, il va falloir aller là. Est-ce que tu as. Voilà, raconte-moi. Mon petit rituel. Ouais. Alors à chaque fois que j'arrive en France, Oui. la première chose que je fais, c'est que je vais à la boulangerie. T'es pas la seule, je crois. Voilà. Donc, Alors la boulangerie où? Est-ce que tu vas au pôle de l'aéroport ou est-ce que tu... Non. Enfin, ça dépend de mon niveau de faim. Mais non, souvent je sors, je vais trouver une petite boulangerie sympa et soit je vais prendre un sandwich avec du fromage si possible, Oui. soit je prends un chausson aux pommes ou une pâtisserie Ouais. qui m'a manqué. Après, le café ne m'a pas manqué. Oui. Donc si on pouvait mélanger café australien et croissant français, ce serait parfait. Et après, c'est un tour de France effréné qui commence. Ouais. Tant que mes amis et ma famille sont aux 4 coins de France. Ouais, Voilà. c'est compliqué. Donc souvent, je rentre pour 2 mois. Donc, Ça c'est bien. Voilà, ça, un mois pour la famille, les amis et un mois pour quand même aller en vacances. Parce que du coup, aller voir la famille et les amis, c'est quand même pas des vacances. C'est sûr. Voilà. Et est-ce que donc du coup tu fais un peu la touriste. Est-ce que tu vois la France différemment depuis que t'es partie? Est-ce que quand tu rentres maintenant tu dis ah voilà je veux voir des vieilles pierres parce que j'en vois pas. Tout à fait. Genre de trucs que t'aurais peut-être pas fait avant du coup. Oui. Alors c'est vrai qu'avant, quand je rentrais au tout début, quand j'ai commencé à voyager, quand je rentrais en France, j'allais voir seulement mes amis. Et maintenant, c'est pour ça que je prends 2 mois. Donc j'ai 1 mois où je vois les amis. Et entre chaque étape, j'essaye quand même d'aller faire un crochet quelque part où je ne suis jamais allée pour découvrir un nouvel endroit et voir des vieilles pierres. Oui. Et du coup, est-ce que ça t'est arrivé de conseiller des Australiens qui allaient en France et qui te disaient bah alors je vais en France, qu'est-ce que je dois voir qu'est-ce que tu recommandes quand les gens vont en France? Surtout que toi, du coup, tu connais un peu partout. Moi, tu vois, vu que je suis de Paris, j'ai tendance à dire bon, alors à Paris, il faut faire ça. Et alors toi? après, souvent, les gens qui vont en France n'y vont pas longtemps. C'est vrai. Donc ça se restreint souvent seulement à Paris. Un peu la Côte d'Azur aussi, j'ai l'impression. La Côte d'Azur, Nice, le tout ça. sud, ouais, voilà, le sud. Ouais. Après, moi, selon ce que les gens aiment, s'ils sont plus culture, musée, je les envoie à Givenchy, c'est pas très loin de Paris. Donc, s'ils sont autour de Paris, je les envoie un peu à droite à gauche. Je les envoie à Rouen, qui est la ville de mes parents, où Jeanne d'Arc a été brûlée. Tu leur dis, si c'est des appelez mes Australiens, parents. voilà, si c'est des Australiens, je leur dis d'aller voir les plages de débarquement parce que souvent c'est pour eux important. Tu adaptes. Voilà, j'adapte. Et puis s'ils ont un peu plus de temps, je les fais passer par Lyon. Et puis après, le sud, moi je suis amoureuse du sud de toute façon. Donc, Est ou ouest? la Drôme provençale pour moi. D'accord, c'est très précis. Voilà. Donc si je devais rentrer vivre un jour en France, ce serait dans la Drôme provençale. D'accord. Bon, et alors du coup, là, on arrive dans la 3e partie de cette petite interview sur... donc le podcast s'appelle Entre deux chaises. Donc la question que je pose à chaque fois, c'est quel est ton niveau de cul entre deux chaises aujourd'hui? Comment tu le vis Mon Dieu. cette situation? On va dire qu'en fait j'ai le cul entre 3 chaises. Ouais. Étant donné que mon mari est arménien, que je suis française et qu'on est en Australie. Ouais. Donc c'est une situation assez intéressante, mon niveau de cul entre 3 chaises. Et on va dire que je suis 70% en Australie, Ouais. 20% en France et 10% ailleurs. Ouais. Donc voilà. Et lui, c'est quoi son rapport avec la France, par exemple? Son rapport avec ta culture Alors voilà, c'est un comment vous- amoureux.
de la France. Donc déjà, c'est bien. Voilà, donc c'est bien. Il a envie d'apprendre le français, il adore la nourriture française. Je ne sais pas combien de kilos on a pris quand on était en France la dernière fois qu'on y était. Donc à ce niveau-là, j'ai pas trop de soucis à me faire. Après, entre nous, on a 3, 4, 5 langues. Donc c'est vrai que autant moi j'ai un groupe avec lequel je communique avec ma famille, donc c'est français, donc lui il a accès à un groupe en français, et lui quand on communique avec sa famille c'est en russe. Donc du coup c'est vraiment multiculturel quoi. Voilà, le cul entre quelques chaises. Et toi tu as prévu d'apprendre le russe ? Alors moi j'avais appris le russe à l'école il y a longtemps, donc j'ai des bases, je peux lire, comprendre quelques mots. Mais je pense qu'il va falloir s'y mettre un petit peu plus sérieusement. Ouais. Au moins, ça donne une motivation. À l'époque, j'avais pas de motivation. Oui, c'est sûr. Voilà. Et pareil pour lui. Ouais. Du coup, pour les enfants, vous avez déjà réfléchi à quelle langue vous leur parlerez ? C'est une discussion qu'on a déjà eue, mais qu'on n'a pas terminée. D'accord. Je pense qu'il faut donner aux enfants le plus de langues possible quand ils sont petits. Ouais, c'est sûr. C'est des vraies éponges. Après, il y a différentes écoles. Donc, je pense qu'ils auront le français, l'anglais, et le russe et l'arménien, au moins. Au moins. Au moins 4 langues, ça va. Voilà. Ils vont bien démarrer dans la vie. C'est ça. Par rapport à toute cette expérience, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une expérience, que pour toi c'est même carrément une aventure. Un nouveau chemin de vie. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a appris sur toi ? Si tu regardes le toi de quand tu es arrivé ici et aujourd'hui, et comment tu as évolué, qu'est-ce que ça t'a appris ? Alors c'est déjà un challenge que je m'étais posé à moi-même en arrivant en Australie. De partir à l'aventure avec très peu d'argent, ça m'a forcé à m'apprendre à me débrouiller encore plus que ce que je faisais. Oui, parce que du coup tu avais déjà un peu l'habitude, non ? Oui, mais à trouver plus de solutions, à parler plus avec les gens. Ouais, parce qu'ici c'est comme ça qu'on trouve des solutions, à essayer des choses que j'avais jamais essayées, parce que toutes les expériences en LPEX que j'ai eues, j'avais jamais traité de chèvre, j'avais jamais fait de service, dire oui à tout en fait, dire oui à tout, et ça m'a appris que j'étais capable de presque tout en fait si j'en avais envie. Ouais. Donc c'était un gros apprentissage. Et alors du coup après, maintenant t'as plus peur, tu te dis que peu importe, tu trouveras toujours une solution. Maintenant oui, je suis à peu près sûre que peu importe ce qui se passe, je vais trouver une solution. Ouais. C'est génial. Ouais. Ouais. Et du coup, est-ce que tu dirais que ça s'est passé comme tu l'imaginais ? Alors t'imaginais quand t'es arrivée peut-être que ta première année de voyage, mais... J'imaginais quand je suis arrivée que j'allais travailler 1 an et rentrer et recommencer à travailler. Donc ça s'est pas vraiment passé. Ça s'est pas trop passé comme j'avais imaginé. Après, ça m'a permis d'être sûre que j'aimais changer de travail régulièrement et que j'étais pas carriériste. Ouais. Donc ça, c'était pas une découverte, mais ça a été une confirmation. Voilà. Donc pour moi, le plus important, c'est d'être heureuse au travail, de m'amuser, plutôt que de faire une carrière et d'évoluer, avoir beaucoup d'argent. Voilà. Pour moi, c'est vraiment plutôt être heureuse dans ce que je fais. Ouais. Je comprends tout à fait, parce que je pense pareil. Est-ce que tu dirais que la distance, ça a eu un impact sur toi ? Par exemple, t'aurais osé faire des trucs que t'aurais peut-être pas osé faire si t'étais restée en France, mais peut-être même, je sais pas, par rapport au regard des gens, ou par rapport, à tes parents, ou voilà. C'est vrai qu'ici, on tire une page vierge, et l'Australie étant un pays très sûr, c'est facile de faire des premières expériences que j'aurais pas fait en France, faire du stop, rencontrer quelqu'un sur internet, partir en voyage avec, aller dans des endroits, faire du couchsurfing, aller dans des endroits où on se dit mais c'est au milieu de nulle part, qu'est-ce qui va m'arriver ? C'est vrai que l'Australie est quand même un très bon pays pour ça, un très bon pays pour les premières expériences de voyage en solo, de voyage un peu baroudeur. C'est vrai que c'est un pays que je recommande et ça m'a permis de faire ça tout en étant assez sereine. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est ça. Même moi, la première fois que j'ai voyagé toute seule, je suis venue ici et plein de gens me disent « Ah, tu voyages toute seule ?» J'ai dit « Oui, je pars en Australie, quoi. C'est le pays le plus safe. » C'est pas comme partir au fin fond de l'Afghanistan. Voilà, exactement. Pourquoi tu restes aujourd'hui ? Quels sont tes plans ? On en a un peu parlé, mais... Pour moi, pour la qualité de vie. Et
Et voilà. Ouais. C'est déjà que t'es pas mal, bien. parce que je suis bien. D'accord. Et du coup, maintenant que tu as du recul, quel conseil tu donnerais soit à toi, au toi d'avant, ou alors tout simplement aux gens qui veulent tenter l'expérience aujourd'hui, tu vois, si c'est à refaire. Enfin, est-ce que tu dis, ah tiens, si j'avais su ça, je l'aurais peut-être fait différemment ou pas. Ou pas. Ou Fonce. pas. Ouais. Fonce. Si vous voulez venir, venez. Et au mois d'avant, non, la même chose, parce que c'était vraiment cap ou pas cap. Pars toute seule et débrouille-toi pendant un an. Avec l'argent que tu as. Donc non, je ne changerai rien du tout. Je ferai les mêmes expériences. Est-ce que tu penses que c'est une expérience que chacun devrait vivre un jour ? Oui. Est-ce que tu penses que c'est vraiment Comme je disais, je pense que c'est un formateur. pays suffisamment sûr pour faire ses premières expériences et ses premières armes dans le voyage, si c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et c'est un pays magnifique. Que ce soit au niveau de Sydney pour la ville, même au niveau de la qualité de vie, on a des parcs comme vous pouvez entendre autour de vous. Des grands espaces verts, mais la ville, après dans le pays, il y a des endroits où il n'y a vraiment personne. J'ai traversé le désert, on n'a pas rencontré une voiture, on a rencontré une voiture par jour pendant 4 jours. Ouais. Donc c'est vraiment un pays au contraste impressionnant. Donc oui, je recommande l'Australie. Allez-y, foncez. Venez. Allez-y, venez les yeux fermés, tout est possible ici. No worries, mate. C'est la devise du pays. Ouais, sans problème. Qui est assez, qu'on vérifie assez régulièrement. Tout à fait. Bon, voilà, c'est la fin. Eh ben merci. Merci Mathilde d'avoir partagé ton expérience avec nous. Et puis, écoute, je te souhaite plein de bonheur dans cette nouvelle vie que tu construis avec ton nouveau mari. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et n'oubliez pas d'aller découvrir le portrait photo et le guide des adresses de Mathilde sur entredeuxchaises.net. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le moi. Un commentaire, un like ou des étoiles, je prends tout. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant des suivants. En attendant, vous pouvez également suivre Entre deux chaises sur Facebook, Instagram et Twitter. À très vite.